Tu connais ce moment où tu sens que quelque chose ne va pas, mais tu ne sais pas exactement quoi? Quand tout semble normal en surface, mais à l'intérieur, quelque chose hurle que quelque chose cloche. C'est comme si le monde autour de toi souriait, mais derrière ce sourire, il y avait un secret que personne ne veut révéler. Maintenant, imagine découvrir que la personne en qui tu as le plus confiance, cache peut-être quelque chose. Quelque chose qui change tout. Quelque chose qui va bouleverser ta vie de fond en comble. Non, ce n'est pas juste une histoire de plus. Ce que tu vas voir ici, c'est un vrai choc de réalité. C'est comme ouvrir les yeux et réaliser que le danger peut venir de là où on s'y attend le moins. Mais attends, inutile d'essayer de deviner ce qui va se passer. Parce que tu n'as aucune idée jusqu'où cette histoire peut aller. Alors abonne-toi tout de suite à la chaîne, parce que ce que tu vas voir ici, va te captiver du début à la fin. Et si tu penses avoir déjà tout vu, attends de voir ce qui t'attend juste après. Je ne sais pas ce qui m'a réveillé cette nuit-là. Peut-être le bruit du vent contre les volets. Peut-être ce pressentiment étrange, ce frisson glacial qui m'a traversé la colonne vertébrale sans raison apparente. Il était 2h37. Mon téléphone vibrait doucement sur la table de chevet. Mais ce n'était ni un message, ni un appel. Juste une alerte différente. Une notification que je n'avais jamais vue auparavant. Alerte au TrackerWay, activité inhabituelle détectée. Je fronçai les sourcils. C'était quoi, ce truc? TrackerWay? Je n'avais jamais installé cette application. Encore à moitié endormi, je pris le téléphone et glissai mon doigt sur l'écran. La lumière bleue illumina la pièce, dessinant des ombres étranges sur le mur. Je jetai un coup d'œil à mon mari, Alexandre, qui dormait paisiblement à mes côtés. Il avait le dos tourné, comme presque toutes les nuits ces derniers mois. Je me redressai lentement, essayant de ne pas faire grincer le lit. Une fois hors de la chambre, je marchai pieds nus jusqu'à la cuisine, le téléphone à la main. La maison était silencieuse, seulement le ronronnement du frigo en bruit de fond. J'ouvris l'application. Une carte s'afficha immédiatement, montrant chacun de mes déplacements des derniers jours, l'école où j'enseigne, le salon de thé où j'avais vu Elodie, ma meilleure amie, le supermarché, même cette courte visite chez le bijoutier pour choisir un petit cadeau pour notre anniversaire de mariage. Mon cœur se serra. Comment cette application pouvait-elle tout savoir? Je n'avais jamais accepté ce genre d'autorisation. Et surtout, pourquoi quelqu'un m'espionnait? Mes mains tremblaient quand je vérifiais les autorisations de l'app, accès au micro, à la caméra, à la géolocalisation, tout était activé. Ce n'était pas une erreur. C'était intentionnel. Je me servis un verre d'eau, essayant de calmer la tempête qui montait en moi. Quand mon regard croisa celui de ma fille, Inès, sur la photo raccrochée au frigo, une vague d'angoisse m'envahit. Elle dormait dans sa chambre, juste en face. 15 ans. Trop jeune pour comprendre ce genre de choses. Et pourtant, je sentais que tout allait basculer. Je retournai à l'application, cette fois en explorant les options cachées. Il y avait un dossier, capture audio. J'hésitais. Puis, j'appuyai. Le premier enregistrement datait de 2 jours plus tôt. Une conversation entre moi et Elodie, au salon de thé. Je sais pas. Alex agit bizarrement ces derniers temps. Il est distant, toujours sur son téléphone. Et puis ces réunions d'interminables le soir. Je m'y pose. C'était insupportable de m'écouter parler comme ça, sans savoir que mes mots étaient enregistrés, stockés quelque part, par quelqu'un. Un second fichier. Puis un troisième. Tous avec ma voix, parfois même celle d'Inès en arrière-plan. C'était une invasion totale. Ce n'était pas juste une curiosité malsaine. C'était un plan. Un piège. Je regardais à nouveau la chambre d'Inès. Elle dormait, inconsciente de tout cela. Mais moi, je savais désormais que quelqu'un voulait me surveiller. Et je commençais à soupçonner qui. Je retournai dans la chambre, l'esprit en ébullition. Alexandre dormait toujours. Je le regardais un long moment dans le noir. Et pour la première fois depuis des années, je me sentis étrangère à ses côtés. Je désactivai silencieusement les notifications de TrackerWay et éteignis l'écran. Pas de panique. Il fallait réfléchir. Organiser. Agir. Le lendemain matin, je me forçai à suivre ma routine comme si de rien n'était. Je préparai les tartines, fis chauffer le café, remplis la lunchbox d'Inès. Alexandre descendit les escaliers, impeccable dans son costume bleu marine. Le même qu'il portait à chaque soi-disant réunion stratégique. « Tu pars tôt ce matin ?» lui demandai-je en essayant de rester naturel. « Oui,
Grosse présentation avec les associés. Je ne serai probablement pas rentré avant tard ce soir. Il ne me regarda même pas. Il remplit son mug de café, pianotant sur son téléphone comme s'il était seul dans la pièce. Encore ce fameux projet Chronos, c'est ça. Il hocha vaguement la tête. Inès entra dans la cuisine, encore en train de nouer ses cheveux mouillés. Elle prit son sac, puis se retourna vers nous. « Papa, tu m'aides toujours avec mon exposé ce week-end? Celui sur la sécurité numérique, tu te souviens ?» Alexandre se figea un instant. Juste un petit mouvement dans son expression. Subtil, mais moi je le vis. On verra, ma puce. J'ai beaucoup de travail en ce moment. Inès haussa un sourcil, presque imperceptiblement. Elle sentait, elle aussi, que quelque chose n'allait pas. Évidemment. Le travail, dit-elle doucement avant de sortir. Je me tournai vers la fenêtre, regardant la rue s'animer doucement. Tout semblait normal à l'extérieur. Mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Dans la voiture, sur le chemin de l'école, je ne cessais de penser à Trackerway. Je voulais appeler Elodie, mais au moment où je sortis mon téléphone, une nouvelle alerte apparut. Attention à ce que vous cherchez, Emma. Certaines vérités ne doivent pas être découvertes. Je sursautai. Emma. Mon prénom. Pas un message automatique. Un message personnel. Signé de personne. Un numéro inconnu. Le téléphone me glissa presque des mains. Quelqu'un savait ce que je faisais. Quelqu'un m'observait. Je m'arrêtai sur le parking du lycée et restai immobile quelques instants. Puis, je fis ce que mon instinct me hurlait depuis des heures. J'appelai Elodie. « Tu es occupée ?» lui demandai-je. « Pas vraiment. Pourquoi ? Tu as une drôle de voix. » Je lui racontai tout. Les enregistrements. Les localisations. L'application. Silence. « Tu penses que c'est Alex ? » dit-elle doucement. Je ne veux pas y croire. Mais qui d'autre aurait pu installer ça sur mon téléphone ? Elodie me proposa de passer chez elle le soir même. Elle avait fait une formation en cybersécurité il y a quelques années. Elle pouvait peut-être m'aider à creuser. En raccrochant, je reçus un nouveau message. Encore ce numéro inconnu. Tu crois pouvoir nous piéger ? Mauvaise idée. Je regardais autour de moi. Chaque visage me paraissait suspect. Chaque voiture, une menace potentielle. En entrant en salle des professeurs, je tentais de sourire. Mais au fond de moi, une certitude grandissait. Quelqu'un me tirait les ficelles, et j'étais devenu un pion dans un jeu beaucoup plus grand que moi. Dans la soirée, j'allai chez Elodie. Elle connecta mon téléphone à son ordinateur, lança quelques programmes. Waouh! C'est pas une simple appli. C'est un logiciel espion complet. Tu peux voir d'où il vient. Elle tapota quelques lignes de commande. Il a été installé manuellement. Pas par une mise à jour ou un téléchargement classique. Il fallait un accès direct à ton téléphone. Tu veux dire que quelqu'un l'a pris en main? Exactement. Et regarde ça. Le logiciel envoie toutes les données vers un serveur enregistré au nom d'une société fictive. Mais dont l'adresse IP est bizarrement proche d'un cabinet juridique. Celui d'Alex, par exemple. Je sentis mes jambes faiblir. Elodie posa sa main sur la mienne. Emma, je crois que ton mari a voulu te piéger. Mais je crois aussi que lui-même ne connaît peut-être pas l'ampleur du truc dans lequel il s'est embarqué. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette appli, elle est trop sophistiquée pour un simple plan de jalousie. Y a autre chose derrière tout ça. Et ce n'est que le début. Le lendemain matin, je m'étais réveillée avec la tête en vrac, comme si j'avais passé la nuit entière dans une spirale de cauchemars et d'angoisse. Pourtant, c'était bien réel. Trackerway. Les enregistrements. Le regard d'Elodie quand elle avait confirmé mes soupçons. Et ce nom, cette société fictive reliée à Alexandre. Tout s'emboîtait. Et pourtant, tout me paraissait encore surréaliste. Dans la cuisine, je préparais machinalement le petit déjeuner. Tartines, café, jus d'orange. Mes mains allaient toutes seules, pendant que ma tête était ailleurs. Inès descendit les escaliers, son sac déjà sur l'épaule, l'air concentré. « Tu vas encore partir sans manger ?» lui demandai-je doucement. « Je prends juste une banane, j'ai un test en info ce matin. » Elle ouvrit le frigo, puis se figea un instant. « Maman, ça va ?» Je me tournai vers elle, tentant de sourire. « Oui, oui. Un peu fatiguée, c'est tout. » Mais elle me regardait avec ce regard qui perce à travers les masques. Elle me connaissait trop bien. « Tu sais que tu peux me parler, hein ?» Je hochai la tête. Mais que pouvais-je dire?
Que son père, peut-être, l'homme qu'elle admire depuis toujours, m'avait espionné. Que notre vie tranquille était une illusion bien maquillée. Bonne chance pour ton test, ma puce. Elle m'embrassa rapidement sur la joue, puis sortit. Je restai quelques minutes à regarder la porte, toujours fermée, comme si quelque chose en moi refusait d'accepter que ce quotidien pouvait s'effondrer si facilement. Quand Alexandre descendit à son tour, je m'efforçai à garder mon calme. Il semblait parfaitement normal, vêtu de son costume gris, sa montre brillante au poignet, et ce petit sourire crispé qui me paraissait soudain faux. Tu pars tôt encore? Oui. On a une conférence avec des partenaires étrangers. Je risque de rentrer tard. Je hochai la tête sans rien dire, le cœur battant. Ce mensonge, encore un. Et moi, je faisais semblant de ne pas savoir. Il se versa un café, puis s'approcha pour m'embrasser sur la joue. Son geste me fit frissonner. Je le repoussai subtilement, en m'essuyant la main sur le torchon comme si de rien n'était. Tu sais si Inès a bien préparé son exposé pour ce week-end? Me demanda-t-il. Elle s'en sort très bien toute seule. Tu l'aurais su si tu avais été un peu plus présent. Il me jeta un regard surpris, presque offensé. Mais je ne lui laissai pas le temps de répondre. Je pris mon sac et sortis sans un mot de plus. Dans la voiture, je serrai le volant à m'en faire blanchir les phalanges. Je ne pouvais pas continuer à jouer la comédie. J'avais besoin de réponses. De vrai. Une fois arrivé à l'école, je contactai discrètement Elodie. Elle accepta de me retrouver à la pause déjeuner pour creuser encore un peu plus dans le système de Trackerway. Quand l'heure arriva, on se retrouva dans une petite salle informatique vide. Elle installa son matériel, connecta à nouveau mon téléphone à son ordinateur. Alors, j'ai analysé un peu plus les données pendant la nuit. Elle tapa rapidement quelques commandes. Regarde ça. L'appli n'est pas seulement en train d'enregistrer tes déplacements et tes conversations. Elle transfère tout en temps réel vers un serveur hébergé à l'étranger. Et tu sais quoi? Le nom du dossier principal dans le cloud s'intitule EM Delta 01. EM comme Emma. Ou comme Emma Mati. Ton nom complet. C'est pas un hasard. Mon estomac se noie. Mais pourquoi ce niveau de surveillance? C'est pas juste une crise de jalousie, Elodie. Y a un truc plus grave, là. Elle hocha la tête. Je pense que ce n'est qu'une façade. Un appât. Un outil parmi d'autres dans un mécanisme plus large. Et je crois qu'on peut le tracer. Je la regardai, confuse. Tracer quoi? La personne ou le groupe derrière tout ça. Et peut-être même qui reçoit vraiment tes données. Elle m'expliqua alors qu'un identifiant réseau récurrent revenait dans les transferts. Deltalo Access, un nom codé probablement relié à une structure juridique. Je n'eus pas besoin de réfléchir longtemps. Deltalo? Alex travaille avec un client nommé Delta Holdings. C'est récent. Il en parle tout le temps à la maison. C'est sûrement lié. Exactement ce que je pensais, dit-elle en souriant tristement. Ton mari ne travaille peut-être pas seulement pour eux. Il pourrait aussi leur servir d'intermédiaire. Je me levai brusquement. Tu veux dire qu'il me surveille pour leur compte? Ou qu'il surveille pour son propre compte, en utilisant leurs outils? On ne sait pas encore. Mais une chose est sûre, il n'est pas seul. Je sentis un vertige me gagner. Le sol semblait s'effondrer sous mes pieds. Je passai le reste de la journée dans un état second. Chaque visage croisé dans les couloirs me paraissait suspect. Chaque regard, un piège. Chaque bruit, un signal codé. Quand je rentrai à la maison, Inès était déjà dans sa chambre, concentrée sur son ordinateur. Je toquai doucement à la porte. « Je peux entrer ?» « Bien sûr. » Elle m'accueillit avec un sourire léger. « Tu veux voir mon projet sur la cybersécurité ?» Je haussai un sourcil, amusé malgré tout. Ironique, non? Vu les circonstances. Elle rit doucement. « Je t'ai dit que j'avais choisi le thème protection de la vie privée à l'ère numérique ?» Je m'assis à côté d'elle. Son écran affichait des lignes de code, des schémas de réseau, des flux de données. « Tu t'en sors vraiment bien. » Elle haussa les épaules. « J'ai trouvé un bug dans un vieux logiciel de tracking la semaine dernière. J'ai réussi à le contourner. » Je la fixai un instant, bouche bée. « Un logiciel de tracking? Tu peux le montrer ?» Elle m'ouvrit un dossier nommé Test-Sécurité, et me montra un programme ressemblant étrangement à celui qu'Elodie avait analysé la veille.
Je voulais juste tester mes limites, mais maintenant que j'y pense, il ressemble beaucoup à une application que j'ai vue sur ton téléphone l'autre jour. Je me figeai. Tu as vu Trackerway? Elle hocha la tête, confuse. Oui. C'est toi qui l'as installé. Je pris une grande inspiration. Non. Et il est temps que je te dise quelque chose. Je lui racontai tout. Pas dans les moindres détails, mais suffisamment pour qu'elle comprenne. Sur Alexandre. Sur les enregistrements. Sur le serveur. Sur les transferts. Elle resta silencieuse un long moment. Puis, tu penses que papa est impliqué là-dedans? Je hochai la tête. Je ne veux pas y croire. Mais tout semble pointer dans sa direction. Tu veux que je t'aide? Je la regardai, surprise. Tu es encore une enfant. Je suis peut-être jeune, mais je suis pas idiote. Et puis, c'est notre vie aussi, non? Je serrai sa main. Elle me rappelait en moi à son âge. Têtue. Curieuse. Courageuse. Ce soir-là, je n'arrivais pas à dormir. Les pensées me rongeaient. Et surtout, un nouveau doute s'était glissé en moi. Si ce que disait Elodie était vrai, et que Trackerway n'était que la partie émergée de l'iceberg, que cachait le reste? Et surtout, jusqu'où Alexandre était-il prêt à aller? Je ne saurais dire si c'était l'angoisse ou l'adrénaline, mais ces derniers jours, mon corps semblait fonctionner en mode survie. Chaque détail me sautait aux yeux. Chaque comportement me paraissait suspect. Même les gestes les plus anodins d'Alexandre semblaient calculés, presque chorégraphiés. Mais il me fallait des preuves. Des vraies. Et surtout, il me fallait comprendre pourquoi tout cela avait commencé. Car une chose était claire maintenant, ce n'était pas juste une question d'infidélité. C'était bien plus tordu que ça. Ce matin-là, en déposant Inès au lycée, elle me dit en descendant de la voiture. Je vais faire des recherches de mon côté, d'accord. Tu veux dire, sur Trackerway? Oui. Et aussi sur les entreprises liées à Delta Law Access. J'ai trouvé quelques identifiants dans le code. Peut-être que je peux remonter la piste. Sois prudente, Inès. C'est sérieux. Elle me lança un regard calme, presque mature. Je sais. Mais si on reste les bras croisés, rien ne changera. Mon cœur se serra. Ma fille devenait grande. Et sans que je m'en rende compte, elle prenait déjà sa place dans ce combat. Je me rendis ensuite au bureau de Julien Martel, un ancien collègue d'Alexandre devenu détective privé après avoir quitté le droit. Il m'accueillit dans son petit bureau exigu au-dessus d'un café bruyant. Rien de luxueux, mais une atmosphère de confiance. Tu penses que ton mari t'espionne pour son plaisir personnel ou pour quelqu'un d'autre? Me demanda-t-il dès qu'il referma la porte derrière moi. Honnêtement, je crois qu'il est pris dans quelque chose qui le dépasse. Je lui racontai tout, dossier par dossier, preuve par preuve. Julien prit des notes rapides, l'air grave. Laisse-moi analyser ces informations. Je vais essayer de tracer le logiciel et surtout, de voir où mènent les flux financiers derrière cette fameuse société fictive. Avant de partir, il me regarda intensément. Emma, ce genre de surveillance, ce n'est pas juste pour suivre tes déplacements. S'ils vont jusqu'à enregistrer tes conversations et utiliser les données en temps réel, c'est pour te compromettre. Ou te détruire. Cette phrase me resta dans la tête toute la journée. En fin d'après-midi, alors que je m'apprêtais à rentrer, Elodie m'appela en urgence. Viens chez moi. Tout de suite. J'ai trouvé quelque chose que tu dois voir. Quand j'arrivai, elle avait l'air fébrile, presque nerveuse. Je suis allé plus loin dans le serveur Trackerway. Et je suis tombé sur un dossier protégé, planqué dans un sous-répertoire invisible. Devine quoi? Elle ouvrit un dossier nommé M01.archive. À l'intérieur, des copies de contrats juridiques, des emails confidentiels, et surtout, des dossiers financiers reliés à plusieurs comptes offshore. Ces fichiers n'ont rien à voir avec toi directement. Mais regarde la signature numérique de l'un des documents. Elle agrandit le fichier. Mon sang se glaça. Le nom d'Alexandre figurait dans l'entête. C'est un contrat d'accord de confidentialité entre ton mari et une entreprise basée au Luxembourg. Mais c'est quoi ce délire? Il cache de l'argent à l'étranger? Peut-être. Ou il participe à un système de transfert dissimulé.
En tout cas, ces données ne viennent pas d'une simple surveillance conjugale. C'est du niveau industriel. Je pris une longue inspiration. Tout devenait de plus en plus limpide, mais aussi plus terrifiant. Et puis, un message tomba sur mon téléphone. Tu avances trop vite, Emma. Reviens en arrière. Encore ce numéro inconnu. Mon souffle se coupa. Je n'ai même pas utilisé mon téléphone chez toi. Comment savent-ils que je suis ici? Elodie me montra alors une nouvelle fonctionnalité découverte dans l'application. Le micro reste activé en permanence, même quand l'appli est désinstallée. Il s'agit d'un rootkit, un système de contrôle profond du téléphone, invisible pour l'utilisateur lambda. Il nous écoute. Tout le temps. Je décidai de laisser mon téléphone chez elle. Elle me prêta un ancien appareil sécurisé, sans connexion automatique, sans cloud, juste pour les urgences. En rentrant à la maison, Inès m'attendait avec son ordinateur grand ouvert. « Maman, tu dois voir ça. » Elle me montra un tableau rempli de connexions IP, de noms de domaine, de serveurs dissimulés derrière des proxys. J'ai trouvé un autre serveur miroir. Celui-ci contient des fichiers audio compressés et des images. Elle ouvrit l'un des fichiers. C'était une photo. Moi. Dans la cuisine. Prise depuis notre propre caméra de sécurité intérieure. Mais cette caméra n'est plus reliée à Internet depuis des mois. Ils ont dû la réactiver à distance. Ou en installer une autre. Elle enchaîna. Mais ce n'est pas le pire. Elle afficha une liste de noms. Ce sont des identifiants d'utilisateurs reliés à TrackerWay. Il y en a plus d'une centaine. Et certains sont liés à des cabinets d'avocats, de plusieurs régions du pays. Je m'effondrai sur le canapé. Tu veux dire que ce système est utilisé ailleurs? Par d'autres gens? Exactement. Et ce n'est pas tout. Elle me montra un tableau Excel avec des noms de femmes. Regarde la colonne de droite. Toutes ces femmes sont actuellement en procédure de divorce avec des avocats liés à Delta Holdings. Je sentis ma peau se hérisser. C'est une entreprise entière de manipulation judiciaire, basée sur la surveillance. Ils espionnent les épouses, créent des preuves, contrôlent les négociations de divorce, et favorisent leurs clients. Et là, le grand twist arriva. Inès me regarda, les yeux brillants de tension. Et devine quoi, maman? J'ai trouvé des traces de montage de documents falsifiés. Le système TrackerWay peut créer de fausses conversations audio et fabriquer des pièces à conviction numérique. Je sentis un frisson glacé me parcourir l'échine. Ça veut dire qu'ils peuvent faire croire que j'ai dit ou fait des choses qui n'ont jamais existé. Exactement. Je restais là, hébété. Ils ne voulaient pas juste me surveiller. Ils voulaient me détruire légalement. Et Alexandre, qu'il le sache ou non, était complice. Il était temps de riposter. Et cette fois, je ne serai plus seule. Il y a des vérités qui, une fois révélées, changent définitivement la perception du monde. Depuis ce soir-là, tout ce que je croyais connaître semblait déformé, comme vu à travers une vitre brisée. Le calme apparent de notre vie n'était qu'un décor. Une façade fragile, construite sur des secrets. Les jours suivants furent un enchaînement de découvertes encore plus troublantes. Inès et Elodie travaillaient ensemble comme deux détectives numériques. Tandis qu'Elodie décryptait le réseau technique, Inès repérait les failles du système de TrackerWay et les liens entre les différentes utilisations du logiciel. Le système a une porte dérobée. C'est par là qu'on peut le retourner contre eux, déclara un jour Inès, concentrée sur son écran. Tu veux dire qu'on pourrait les espionner, eux? Demandai-je, intrigué. Pas seulement. On peut aussi rendre visible ce qu'ils essaient de cacher. Ils croient que tout est crypté, mais avec les bons algorithmes, on peut faire apparaître les dossiers masqués. Je ne savais pas si je devais être fière ou terrifiée de l'aisance avec laquelle ma fille naviguait dans cet univers obscur. Elle devenait une autre personne, plus forte, plus déterminée. Et moi, j'essayais de la suivre. Julien, de son côté, m'avait envoyé un message laconique. Trouver des mouvements bancaires suspects. Retrouvons-nous demain. C'est plus grave que prévu.
Le lendemain, dans son bureau surchauffé, il me montra les preuves. Des virements réguliers vers une adresse à Bruxelles, sous le nom d'une certaine Bianca Voss. C'est qui? Demandai-je, le cœur déjà en vrille. Société Écran. Mais devine quoi? Elle est aussi dans les emails d'Alexandre. Tu veux dire que c'est une autre femme? Julien acquiesça. Et pas n'importe qui. Une ancienne collègue d'université. Elle travaille maintenant dans un cabinet associé à Delta Holdings. Et, selon mes sources, elle est très proche d'Alexandre. Trop proche. Je sentis une vague de dégoût me monter à la gorge. Tout ce temps, il jouait au mari dévoué, alors qu'il construisait une autre vie en parallèle. Mais ce n'était pas le pire. Julien ajouta en glissant un autre document. Bianca n'est pas seulement proche d'Alexandre. Elle est cofondatrice du programme Trackerway. Je me levai brusquement. C'est elle. C'est elle qui a mis ça dans ma vie. Pas seule. Mais elle est au cœur du réseau. Et je pense qu'Alexandre l'a suivie dans ce projet, ou a été attiré dedans par intérêt. Je rentrai chez moi, bouleversé. Je regardais autour de moi. Chaque mur de la maison me semblait soudain complice. Le salon, la cuisine, notre chambre, tout avait été infiltré. Le soir, Alexandre rentra plus tard que d'habitude. Il essaya de me parler normalement, comme si de rien n'était. Tu as l'air fatigué, Emma. Et toi, tu as l'air d'un homme qui cache des choses. Il fronça les sourcils, surpris. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois vraiment que je ne vois rien? Que je ne comprends pas ce que tu fais? Son visage changea subtilement. Moins d'assurance, plus de prudence. Je pense que tu imagines des choses. Tu es stressé, c'est tout. Arrête, Alexandre. J'ai les preuves. Les virements. Les enregistrements. Les fichiers. Le lien avec Bianca. Il pâlit. Tu fouilles dans mes affaires maintenant. Tu installes un espion dans mon téléphone et tu oses me parler de vie privée. Il tenta de se défendre, de nier, de se justifier. Mais ses mots tombaient à plat. Il n'y avait plus de place pour les demi-vérités. Je le regardais, droit dans les yeux. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas la trahison. C'est le fait que tu m'aies exposé à un système dont tu ne maîtrises même pas les conséquences. Il se tut. Et maintenant? Demanda-t-il après un long silence. Maintenant, je vais faire tomber tout ce réseau. Avec ou sans toi. Il me fixa, bouche bée. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas un jeu, Emma. Ces gens ne plaisantent pas. Moi non plus. Le lendemain, Élodie, Inès et moi nous retrouvâmes dans le salon, transformé en salle de crise. Julien avait envoyé de nouveaux fichiers, montrant que Trackerway n'était pas seulement un outil d'espionnage, mais aussi un générateur de fausses preuves légales, utilisé dans plusieurs affaires de divorce haut de gamme. Il gagne des fortunes en sabotant les conjoints des clients. Et devine qui a été ajouté dans la dernière liste des profils suivis, dit Élodie en me montrant l'écran. Je lus mon nom. Et celui d'Inès. Ils veulent nous faire taire. Mais il y avait un nouvel élément que nous n'attendions pas, un email anonyme, envoyé à l'adresse de contact d'Élodie. Bianca n'est pas ce que vous croyez. Elle aussi est surveillée. Elle veut parler. On aurait pu croire à une manipulation. Un piège. Mais dans ce genre de guerre, parfois les alliés apparaissent là où on s'y attend le moins. Élodie parvint à tracer l'IP du mail. Il provenait du cabinet juridique d'Alexandre. Un frisson nous parcourut toutes les trois. Elle nous contacte depuis l'intérieur, souffla Inès. Elle veut peut-être nous aider. Ou nous faire tomber dans un guet-apens. Mais la décision était prise. Il fallait la rencontrer. Face à face. Le rendez-vous avec Bianca fut fixé pour le lendemain soir. L'endroit? Un café discret en périphérie, à l'écart du centre-ville. Un lieu neutre, presque banal, où personne ne soupçonnerait qu'une conversation explosive allait avoir lieu. Avant de partir, je passai en revue tout ce que nous savions.
Elodie avait sécurisé mon téléphone. Inès avait installé un programme de brouillage sur un petit boîtier portable pour empêcher les écoutes. Tout était prêt. Et pourtant, je n'avais jamais autant eu l'impression de marcher sur un fil tendu au-dessus du vide. Quand j'arrivais au café, Bianca était déjà là, assise au fond de la salle, les yeux rivés sur la porte. Elle avait l'air tendue, presque méconnaissable. Rien à voir avec les photos que Julien m'avait montrées. Son élégance froide avait laissé place à une fatigue visible, une nervosité contenue. Je m'approchai lentement. Bianca. Elle releva les yeux. Son regard trahit une hésitation, puis elle hocha doucement la tête. Emma. Merci d'être venue. Je m'assis en face d'elle, gardant une distance prudente. Nous restâmes silencieuses quelques secondes, puis elle parla la première. Je ne sais pas par où commencer. Je ne suis pas ton ennemi, Emma. Je suis une victime, moi aussi. Je la fixai, sceptique. Victime? Tu es cofondatrice du programme Trackerway. Tu savais exactement ce que tu faisais. Elle secoua la tête. Je l'ai développé, oui. Mais pas pour ça. Pas pour espionner des femmes et ruiner des vies. C'était au départ un outil de protection, pour des victimes de harcèlement. Un projet personnel. Je l'avais conçu pour aider, pas pour détruire. Et pourtant, il a été détourné. Par ceux que je croyais être mes partenaires. Par Alexandre, entre autres. Mon cœur s'accéléra. Tu es en train de me dire qu'il t'a manipulé aussi. Il m'a promis un poste de direction. Il m'a convaincu de collaborer avec Delta Holdings. Je n'ai compris que trop tard qu'ils utilisaient mon programme à des fins de contrôle et de sabotage judiciaire. Et quand j'ai voulu me retirer, ils m'ont menacé. Elle baissa les yeux. Ils surveillent ma famille. Ils savent tout sur moi. J'ai tenté de fuir, mais ils me tiennent. Et Alexandre, il n'est plus le même depuis plusieurs mois. Il est devenu dangereux. Je me redressai légèrement. Tu veux dire qu'il fait partie du noyau central du réseau? Elle acquiesça. Il gère une branche. Il est celui qui teste de nouvelles méthodes de manipulation numérique. C'est lui qui a validé l'idée des preuves falsifiées. Il a même suggéré d'utiliser les enfants comme vecteurs de transmission de données. Mon estomac se retourna. Il a utilisé Inès. Il a mis notre fille en danger. Bianca me tendit une clé USB. Ceci contient tout. Les contrats, les transferts, les communications internes. Les protocoles de manipulation. C'est suffisant pour faire tomber tout le réseau, si tu sais à qui l'envoyer. Je pris la clé, la fixant un instant comme si elle pesait des tonnes. Pourquoi me faire confiance? Parce que je n'ai plus personne. Et parce que toi, tu as déjà commencé à briser leur système de l'intérieur. Tu es plus forte que tu ne crois. Nous échangeâmes un dernier regard. Puis elle se leva et disparut dans la nuit. Je rentrai chez moi, les pensées en feu. Inès m'attendait dans le salon, Elodie à ses côtés. Alors? Demanda ma fille dès que je franchis la porte. Elle nous a tout donné. Je posai la clé USB sur la table. Il est temps de les faire tomber. Mais les choses n'allaient pas être aussi simples. Le lendemain, le proviseur du lycée m'appela dans son bureau. Madame Maty, j'ai reçu une plainte anonyme. Il est question de comportement instable, de soupçons d'intrusion dans des systèmes informatiques, et d'influence négative sur les élèves. Je compris tout de suite. Alexandre. Il avait lancé une campagne pour me discréditer. Ce sont des accusations sans fondement. Je peux tout prouver. Je ne doute pas de votre bonne foi, mais l'administration me demande de vous proposer un congé temporaire, le temps de clarifier la situation. Une boule se forma dans ma gorge. Il m'enlevait tout, pièce par pièce. De retour à la maison, j'annonçai la nouvelle à Inès. C'est lui. Il veut me faire passer pour folle, instable. Il veut me faire tomber avant que je ne le fasse. Alors il est temps de contre-attaquer. Elle ouvrit son ordinateur. Elodie l'aidait à compiler toutes les données. On va faire une diffusion massive. Pas aux autorités seulement. Aux médias. Aux ONG. Aux associations. On va créer une onde de choc. Mais à ce moment-là, un événement imprévu bouleversa notre plan.
Julien m'appela, haletant. Emma, ils sont allés plus loin que prévu. J'ai été piraté. Mes dossiers ont disparu. Et mon bureau a été cambriolé. Ils veulent effacer toutes les traces. Ils paniquent. Et ce n'est pas tout. J'ai appris qu'Alexandre prépare une action juridique contre toi. Il veut te déclarer inapte à garder Inès. Le sol se déroba sous mes pieds. Ils veulent me voler ma fille. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je regardais Inès dormir, paisiblement. Et je me jurais que jamais je ne la laisserais entre leurs mains. Le lendemain matin, le plan fut enclenché. Nous avions 3 copies sécurisées de la clé USB. Une pour Julien, une pour Élodie, une pour moi. Inès programma la diffusion automatique des données sur plusieurs serveurs. Si quoi que ce soit nous arrivait, tout serait rendu public. Et moi, je pris la décision la plus difficile de ma vie, confronter Alexandre une dernière fois. Je me rendis à son cabinet, sans prévenir. Il était là, seul, dans son bureau baigné de lumière artificielle. « Emma, tu ne devrais pas être ici. Toi non plus. Tu ne devrais pas être là, à manipuler la vie des gens pour du pouvoir. » Il se leva, s'approcha lentement. « Tu vas ruiner ta vie pour une vengeance stupide. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. » Je sortis la clé USB de mon sac, la posai sur la table. « Tu reconnais ça, non ?» Son visage blêmit. « Tu ne sais pas ce que tu fais. »« Si. Et toi aussi, tu savais ce que tu faisais quand tu as mis ta propre fille en danger. » Il serra les poings, furieux. « Tu crois que tu vas gagner. Je ne veux pas gagner. Je veux que la vérité explose. Et elle va le faire. » Je tournai les talons et quittai le bureau sans me retourner. Ce jour-là, tout bascula. Le jour où tout devait éclater arriva plus vite que prévu. Nous étions prêtes. Le plan était en marche. Les serveurs étaient configurés, les copies sécurisées, et les preuves devaient être envoyées en cascade à partir de 18 heures précises. Autorités, médias, associations de défense des victimes numériques. Un seul clic, et tout ce que nous avions rassemblé exploserait en plein jour. À 17h46, je reçus un message d'Élodie. Système prêt. RAS côté sécurité. Inès vérifie les flux réseau une dernière fois. Je regardais ma fille, concentrée devant son ordinateur. Elle tapait si vite que je n'arrivais même plus à suivre. Une lumière vive du soleil couchant baignait son visage. Elle n'avait que 15 ans, mais elle avait grandi trop vite. Dans la douleur, dans la vérité, et dans la résistance. « Tu es sûr que le transfert automatique est sécurisé ?» lui demandai-je. J'ai tout doublé. Même si un serveur est piraté, les autres relayeront. Et j'ai envoyé une partie sur le cloud d'une ONG spécialisée en cybersécurité. Ils publieront les dossiers si on ne se manifeste pas dans 48 h. Je hochai la tête, rassuré. Et pourtant, une tension froide restait accrochée à ma nuque. À 17h53, Julien m'appela. « Emma, il y a un problème. » « Quoi encore ? » « Quelqu'un a tenté de désactiver le relais du serveur principal. Mais ce n'est pas une attaque externe. C'est un accès interne. » Mon cœur s'emballa. « Tu veux dire, quelqu'un parmi nous ? » « Non, je pense que Bianca est suivie. Peut-être compromise. » Mon sang se glaça. Et comme pour confirmer ses craintes, un autre message arriva sur mon téléphone. « Tu pensais pouvoir nous battre avec une clé USB ? Tu es naïve, Emma. » Je me tournai vers Inès. Elle fixait son écran, les mâchoires serrées. Ils essaient de bloquer le déploiement automatique. Peux-tu le relancer depuis une autre instance ? J'essaie, mais quelqu'un réécrit le code en direct. C'est comme jouer aux échecs contre une IA. Puis soudain, un bruit de vibration. Mon téléphone clignota, appel entrant un numéro inconnu. Je décrochai. La voix était froide, détachée. « Emma, tu as été utile. Mais tu vas t'arrêter maintenant. Tu as 2 choix. Tu arrêtes la diffusion, et ta fille reste en sécurité. Sinon, tu sais ce qui peut t'arriver. »
Je sentis mes jambes faiblir. Vous n'avez aucune idée de ce que vous déclenchez. Au contraire. C'est toi qui n'as aucune idée de ce dans quoi tu es tombé. Puis le silence. Je levai les yeux vers Inès. Elle avait entendu. Elle ne dit rien, mais son regard était plus déterminé que jamais. Alors on continue, dit-elle simplement. À 18h04, le serveur principal redémarra. Inès avait réussi à contourner le sabotage. Les données commencèrent à se propager. Des alertes apparaissaient à l'écran, accusées de réception des médias, des ONG, des plateformes légales. Le système se déployait. C'était fait. Mais une autre alerte tomba immédiatement. Intrusion dans le réseau. Nouvelle connexion externe. Niveau critique. Il riposte, dit Inès en se levant d'un bond. Élodie nous appela dans la seconde suivante. Je viens de recevoir un appel du Centre national de cybersécurité. Quelqu'un a signalé notre activité comme une menace. Ils vont venir chez toi, Emma. C'est Alexandre. Il t'a dénoncé pour piratage à grande échelle. Il retourne le récit contre toi. Je me mis à trembler. Il tentait de se faire passer pour la victime, une nouvelle fois. Il était en train d'inverser tout le scénario. Mais il ignorait une chose, Bianca n'était plus sous son contrôle. Elle m'envoya un dernier message. Ils m'ont surveillé, oui. Mais je les ai piégés. J'ai tout enregistré. Je viens avec un témoin. Retrouve-moi dans 30 minutes au parc de la Verrière. Je n'avais pas le choix. J'y allais. Seul. Le parc était presque vide. Bianca était là, assise sur un banc, les cheveux en désordre, l'air à bout. À côté d'elle se trouvait un homme plus âgé, au regard grave. Voici David Ferret, ancien ingénieur de Delta Holdings. Il a fui le réseau il y a 3 ans. Il a tout vu, tout entendu. Il est prêt à témoigner. Il hocha la tête. Le réseau est bien plus vaste que vous ne l'imaginez. Ce que vous avez révélé, c'est une branche. Mais il y en a d'autres. Un système parallèle, tentaculaire. Bianca me tendit un second dossier. Voici le cœur du système. Le noyau. Les noms des principaux dirigeants. Et des liens directs avec des instances gouvernementales. Mon souffle s'arrêta un instant. C'est une bombe. Et elle doit exploser. Mais soudain, un bruit de moteur retentit. 3 voitures noires stoppèrent en dérapage autour du parc. Des hommes en costume en sortirent, l'air menaçant. Alexandre était parmi eux. Tu aurais dû t'arrêter, Emma, dit-il en avançant lentement. Tu ne peux plus rien faire. Tout est déjà envoyé. Tu penses que les données suffisent? Tu crois que les gens écoutent encore ce genre d'histoire? Tu es fini. Mais alors que les hommes se rapprochaient, un signal strident s'éleva du boîtier d'Inès que j'avais dans ma poche. Une alarme. Et là, des gyrophares apparurent au bout de l'allée. La brigade cybercriminelle. Le FBI. La DCRI. Des agents sortirent de tous les côtés, encerclant le groupe. Monsieur Maty, vous êtes en état d'arrestation pour espionnage numérique, falsification de preuves, blanchiment d'argent et association criminelle. Alexandre tenta de protester, mais c'était fini. Bianca s'écroula en larmes. David baissa les yeux, soulagé. Et moi, je restais là, figé, regardant le monde d'Alexandre s'effondrer, morceau par morceau. Il me fixa une dernière fois. Tu ne comprends pas, Emma. Tu n'as fait que décapiter une tête. Le corps va repousser. Je répondis calmement. Astérisque pas cette fois. Cette fois, on brûle tout. 6 mois ont passé. Parfois, j'ai encore du mal à croire que tout cela a réellement eu lieu. Il m'arrive de me réveiller en sursaut, persuadé que je vais encore recevoir une notification de Trackerway, ou un message anonyme menaçant. Puis je regarde autour de moi, et je respire. Notre nouvel appartement n'a rien à voir avec l'ancienne maison. Il est plus petit, plus modeste. Mais il respire la paix. Les murs ne résonnent plus de mensonges.
Les fenêtres ne cachent plus de caméras. Les placards ne dissimulent plus de secrets. Ici, tout est vrai. Brut. Authentique. Dans la pièce qui servait autrefois de salle à manger, Inès a installé son propre coin de travail, entre deux écrans, un tableau blanc et une pile de livres techniques. Elle est méconnaissable. Ou peut-être est-elle simplement en train de devenir la version la plus lumineuse d'elle-même. Ce matin-là, elle était assise devant son ordinateur, concentrée, les écouteurs sur les oreilles. Je préparais du thé quand elle s'est soudain exclamée. « Maman, viens voir !» Je me suis approchée, intriguée. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle me montra l'écran. Un email. « Félicitations. Vous êtes accepté au programme national de cybersécurité pour jeunes talents. » Mon cœur se serra, doucement, de fierté. « Tu as réussi ?» Elle me sourit. Un vrai sourire, celui qu'elle n'avait plus montré depuis des mois. Pas celui qu'on force. Celui qui vient du cœur. « C'est grâce à toi. » Non. C'est grâce à toi. Elle se leva, me prit dans ses bras. Longtemps. Comme si on fermait enfin un chapitre. Et peut-être que c'était ça, finalement, la vraie victoire, ce n'était pas de faire tomber un réseau criminel. C'était de regagner ce qu'il avait tenté de nous voler, notre complicité, notre lien, notre liberté d'être. Le procès d'Alexandre s'est déroulé dans un silence médiatique relatif. Delta Holdings a été démantelé. Plusieurs associés sont en détention. D'autres ont disparu dans la nature. Lui, a plaidé coupable, espérant une réduction de peine en livrant ce qu'il savait sur les ramifications internationales du système. Mais la justice, cette fois, ne s'est pas laissée aveugler. Je n'ai pas assisté à toutes les audiences. Je n'en avais pas la force. Ni l'envie. La seule chose qui comptait, c'était qu'il ne puisse plus jamais approcher Inès. Ni moi. Nous avions tourné la page. Définitivement. Un jour, j'ai reçu une lettre de sa part. Manuscrite. Une dizaine de pages, pleines de justifications, de regrets, de promesses de changement. Je ne l'ai pas lue. Je l'ai rangée dans un tiroir, sans l'ouvrir. Certains chapitres ne méritent même pas d'être relus. À la place, j'ai commencé à écrire mon propre livre. Pas une autobiographie, mais un témoignage. Un guide. Un outil pour aider celles qui, comme moi, pourraient se retrouver un jour dans une spirale invisible, surveillées sans le savoir, manipulées dans leur quotidien. Le titre ? Silencieusement surveillée, sortir de l'ombre numérique. C'est Élodie qui m'a soufflé l'idée. Et c'est ensemble que nous avons lancé une association d'aide aux victimes de surveillance numérique domestique. On reçoit des dizaines de messages chaque semaine. Des femmes, des hommes, des adolescents. Tous piégés dans un système qu'ils ne comprennent pas toujours. Mais qui les détruit lentement. Bianca, elle, a quitté la ville. Elle vit désormais à l'étranger, sous une autre identité. Elle collabore avec des ONG spécialisées dans la protection des lanceurs d'alerte. Elle m'envoie parfois des messages codés, juste quelques mots. Reste forte. Continue. Il recule. Je ne lui en veux plus. Pas vraiment. Elle aussi a été une pièce dans une machine trop grande. Elle a tenté de réparer. Et c'est tout ce que je pouvais attendre. Quant à Julien, il est devenu un partenaire indispensable. Il nous forme, nous guide, nous protège. C'est lui qui nous a aidés à développer un programme d'éducation numérique dans les lycées, en collaboration avec l'État. Inès a même animé son premier atelier la semaine dernière, devant une trentaine d'élèves attentifs. « Tu étais incroyable », lui ai-je dit en sortant de la salle. « Tu crois ? » ?»« Non. Je le sais. » Elle a haussé les épaules, faussement modeste, mais son sourire parlait pour elle. Ce soir-là, à la maison, alors que je préparais des lasagnes, mon téléphone vibra. Un message inconnu. Encore. Tu crois avoir gagné. Mais d'autres regardent toujours. Le pouvoir ne s'éteint jamais. Je ne paniquais pas.
Je le montrai à Inès. Elle lut, hocha la tête et répondit calmement. Juste un autre nostalgique du chaos. Tu veux que je trace l'IP? Je ris doucement. Non. Laisse-le dans son ombre. Nous, on est dans la lumière, maintenant. Elle sourit, puis reprit son ordinateur. Le lendemain, je reçus une proposition officielle du ministère de l'Éducation. Animer une série de conférences sur la prévention de la surveillance numérique dans le cercle familial. Moi, Emma Mathy, celle qu'on avait traitée de parano, de déséquilibrée, de fantasque. Et qui aujourd'hui formait d'autres femmes à détecter ce que personne ne voulait voir. J'acceptais, bien sûr. Plus tard, en début de soirée, Élodie et d'anciens collègues du lycée Var dînaient à la maison. L'ambiance était légère, chaleureuse. Inès riait à pleines dents. Il y avait dans ses gestes une aisance retrouvée, une jeunesse pleinement assumée. Tu te rends compte de ce qu'on a accompli, Emma? Me dit Élodie en trinquant avec moi. Je n'aurais jamais cru pouvoir me relever. Tu t'es pas juste relevé. Tu as construit quelque chose de plus grand. Et elle avait raison. Je regardais autour de moi. Notre vie n'était plus parfaite. Mais elle était vraie. Faite de cicatrices, oui. Mais d'aussi de lumière. Et d'une force nouvelle. Cette nuit-là, avant d'aller me coucher, j'ouvris mon ordinateur. J'écrivis une dernière phrase dans mon manuscrit. La meilleure façon de répondre à ceux qui veulent vous contrôler, ce n'est pas de se cacher. C'est de briller. Puis je l'ai fermé. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi profondément. Et voilà, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire vous a, d'une manière ou d'une autre, touché. Peut-être que vous vous êtes identifié à Emma, cette femme ordinaire, plongée dans une situation extraordinaire. Peut-être que vous avez vu dans Inès un reflet de votre propre jeunesse, de vos propres questionnements, de vos propres combats intérieurs. Ou peut-être que vous avez ressenti, à travers cette histoire, quelque chose de plus profond encore, cette sensation que, dans notre monde moderne, même nos instants les plus intimes peuvent être scrutés, analysés, jugés, manipulés. Et pourtant, malgré toute la noirceur que cette histoire a révélée, les trahisons, les manipulations numériques, les visages qui tombent, les masques qui se déchirent, ce qui triomphe au final, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la colère, ni même la vengeance. Ce qui triomphe, c'est la vérité. La force. L'amour. La résilience. Ce sont les liens invisibles entre une mère et sa fille. C'est cette capacité de se relever, même quand tout semble détruit. C'est cette petite lumière qui persiste dans les ténèbres les plus épaisses. Et c'est de cela que nous devrions nous souvenir. Oui, le monde est imparfait. Oui, il y aura toujours ceux qui tenteront de vous faire taire, de vous manipuler, de vous réduire à des pions dans leur propre jeu de pouvoir. Mais il y aura toujours aussi ceux qui choisiront le courage, l'éveil, la résistance. Ceux qui disent « assez ». Ceux qui brisent les chaînes numériques, mentales, émotionnelles. Ceux qui choisissent la vérité, même quand elle fait mal. Ceux qui reconstruisent, pierre après pierre, un monde plus juste. Et si cette histoire vous a touché, ne partez pas sans laisser un petit signe. Un like, un commentaire, une inscription à cette chaîne. Ce n'est pas juste une formalité, c'est un geste de soutien. C'est ce qui nous permet de continuer à raconter des histoires qui réveillent, qui interrogent, qui élèvent. C'est ce qui nous donne la force de continuer à parler de ce que beaucoup préfèrent ignorer. Alors si ce récit a éveillé en vous une émotion, une réflexion, un souvenir, dites-le. Partagez-le. Peut-être qu'une autre personne, quelque part, a besoin de l'entendre. Peut-être qu'une autre Emma vit en silence une réalité semblable. Peut-être qu'une autre Inès a besoin d'un exemple pour comprendre qu'elle n'est pas seule. Vous pouvez être ce relais. Ce trait d'union. Ce souffle d'espoir. Et au-delà de cette histoire, il y a une vérité plus vaste encore. Une vérité qui dépasse les réseaux numériques, les scandales judiciaires, les trahisons humaines. Une vérité éternelle, qui ne change pas, malgré le chaos du monde. Une vérité que beaucoup ont oubliée, mais qui continue de murmurer au fond du cœur de chacun d'entre nous. Cette vérité, c'est celle de l'amour de Dieu. Car même dans nos pires jours, même dans nos heures les plus sombres, il y a un amour qui ne trahit pas, un regard qui ne juge pas, un cœur qui ne manipule pas, c'est celui de Dieu.
Et si cette histoire vous a montré à quel point les relations humaines peuvent être fragiles, déformées, abîmées, alors laissez-moi vous parler d'une relation qui ne se brise jamais. Celle entre vous et votre Créateur. La parole de Dieu nous dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Laissez ces mots résonner en vous. Car ils ne sont pas des paroles religieuses figées. Ils sont un cri d'amour. Une déclaration divine. Une vérité éternelle. Dieu vous aime. Vous, là où vous êtes. Peu importe votre passé. Peu importe vos erreurs. Peu importe ce que vous avez traversé. Il vous aime tel que vous êtes, avec vos blessures, vos doutes, vos luttes. Il n'a pas attendu que vous soyez parfait. Il n'a pas exigé que vous vous réformiez d'abord. Il a donné. Il a offert. Il a livré ce qu'il avait de plus précieux, son propre Fils, Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que le cœur de Dieu est amour. Parce qu'il savait que vous auriez besoin d'un refuge plus fort que tous les murs, d'une lumière plus puissante que toutes les ténèbres, d'une vérité plus profonde que toutes les illusions du monde. Et Jésus-Christ, ce Fils unique, n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Il est venu tendre la main à ceux qui tombent. Il est venu guérir les cœurs brisés. Il est venu chercher ceux qui sont perdus, désorientés, écrasés par la culpabilité, par le rejet, par l'abandon. Il est venu pour vous. Oui, vous qui écoutez ceci, vous qui avez suivi cette histoire jusqu'à la fin. Peut-être que quelque chose en vous se reconnaît dans la douleur d'Emma. Peut-être que vous vous sentez trahi, brisé, déçu par ceux qui auraient dû vous protéger. Peut-être que vous avez cherché l'amour dans des endroits qui ne vous ont offert que du vide. Mais aujourd'hui, vous pouvez tourner vos yeux vers celui qui ne vous décevra jamais. Jésus vous aime. Il vous attend. Il a déjà tout donné. Il n'y a plus rien à prouver. Il vous tend simplement la main. Et vous, que choisissez-vous ? Accepter Jésus-Christ, ce n'est pas entrer dans une religion. C'est entrer dans une relation vivante, vraie, profonde. C'est ouvrir la porte à la paix que rien ne peut voler. C'est retrouver l'espérance. C'est goûter à un pardon total, gratuit, offert par grâce. Et cette grâce n'a rien à voir avec vos performances, vos réussites, vos diplômes ou vos échecs. Elle n'a rien à voir avec votre passé, vos cicatrices, vos chutes. Elle est là, offerte, comme un cadeau d'amour. Et tout ce que vous avez à faire, c'est dire oui. Oui, Seigneur Jésus, je crois en toi. Oui, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie. Oui, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je t'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Sois mon Sauveur, sois mon Seigneur. Et si vous ressentez cela maintenant, ne laissez pas ce moment passer. Là où vous êtes, vous pouvez faire cette prière simple. Pas besoin d'une formule compliquée. Juste des mots vrais, des mots du cœur. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. J'ai besoin de toi. Pardonne mes fautes, mes erreurs, mes égarements. Je crois que tu es mort pour moi, et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Viens habiter mon cœur. Transforme ma vie. Fais de moi une nouvelle personne. Amen. Voilà. C'est tout. Une simple prière, mais un changement éternel. Si vous avez fait cette prière sincèrement, alors sachez-le, vous êtes maintenant enfant de Dieu. Vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus perdu. Vous avez une nouvelle vie. Un nouveau chemin. Une nouvelle identité. Et rien, ni personne, ne pourra jamais vous arracher de ses bras. Alors, que vous ayez été marqué par cette histoire, ou par ce message d'espérance, ne partez pas sans agir. Commentez ci-dessous. Dites-nous ce que vous avez ressenti. Partagez cette vidéo autour de vous. Cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous à cette chaîne. Mais surtout, ouvrez votre cœur à celui qui vous aime d'un amour éternel. Parce qu'au fond, c'est cela, la leçon la plus puissante de toute cette histoire. Au-delà des codes, des mensonges, des manipulations, des systèmes, ce qui nous sauve, c'est l'amour. Et le seul amour parfait, c'est celui de Dieu, révélé en Jésus-Christ. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Merci d'avoir écouté. Et si cette histoire vous a ému, touché, réveillé, alors ne la gardez pas pour vous. À très bientôt pour d'autres récits forts, inspirants, bouleversants. Mais surtout, que la paix de Dieu vous accompagne, et que son amour vous entoure à chaque pas. N'oubliez jamais, vous avez de la valeur, vous êtes aimé, et vous n'êtes jamais seul. Merci. À bientôt.